à la seconde écoute. Vous avez eu tous les visages, donc c'est donc le récit d'une quête identitaire où on parcourt ici les discussions que Senchim, tu as eues et qui jalonnent en tout cas ton travail d'introspection et de recherche, de reconstruction d'une identité en lien avec la Corée du Sud. Et je voulais ici commencer le podcast qui durera 20 minutes. Chère maman, chère maman, c'est sans aucun doute la lettre la plus difficile que j'ai eu à écrire. Je ne sais pas très bien par où commencer. En tout cas, je tiens à dire que je vais bien. Et surtout que je ne viens pas régler des comptes. Après ces longues années de silence, j'ose enfin ouvrir une porte. C'est vrai qu'il fait agréable un peu. Alors, on commence le tour par la droite. Au-dessus, de toute façon, c'est le marché aux fleurs. Ou vers la gauche, comme on veut. Bah, c'est toi qui connais. Enfin, on va aller par là. Je crois que je n'ai jamais vu le marché aussi grand. Il est À chaque petit fois, pourtant c'était pour petit. le moment. Bah oui, mais... Mais il est petit parce qu'en général, il y a beaucoup plus de commerçants. Donc, il y a un fromager. Ah, il y a la queue. Oui. Il y en a d'autres. Hein. C'est qu'elle est bon, peut-être. Ah ben, ce qu'on se dit toujours, oui, effectivement. Si, c'est très bon. La charcuterie. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Bonjour. 100 grammes de saucisson de montagne. On va encore avoir pour les pauvres et pour les riches, t'as vu? Oui, bah, tu reprendras. Oh non, ouais. Monsieur. Merci. Ce sera tout? Oui, ce sera tout. Voilà, ici c'est un italien, il y a toujours un monde de fou. Monde de pièces. Ah ouais. C'est un chinois en plus maintenant. Ben voilà. Non, on peut dire tout. Ben, c'est peut-être. C'était une dame en général. Ah Je sais oui. pas. Elle est chinoise, elle est vietnamienne, je sais pas. Même chose. Quoi. C'est la même chose. Oh bah bravo. Non, c'est blague. Mais tu sais bien que moi je ne sais pas reconnaître. Ah oui, il faut une petite assiette pour mettre le pâté. Le pâté, je vais le mettre juste là. Un peu déçu. La prochaine fois que je dois vivre, je ramènerai du vrai. Je vais... Je vais faire dodo. J'aimerais bien. Petite sieste. Mais non. Je me demande qui va chercher les... Les albums, il faut aller les chercher si tu veux. J'y vais. Voilà. Mes photos de classe. Je ne sais même pas qui c'est ce prof. Ça me dit rien, c'est pas Zévart, hein? Bah si. C'est monsieur Zévart, là. Ah non, pas Zéva. Non, Monsieur hein? Bach. Ah oui. Quand ton frère est arrivé à l'aéroport, Ah oui? oui, il avait encore sa grosse tute de Corée. T'as grosse quoi? Sa grosse tute. Et c'était le petit costume que j'avais acheté pour aller le chercher. C'est quand t'as vu qu'il avait la gale. Voilà, c'est ça.
Ouais. Il était épuisé. Hein. C'est où ça? Où? Ça, là, c'est au garage. Ça, c'est pendant une porte ouverte. C'est pas là ou au garage, qui t'avait fait une réflexion sur la manière dont il fallait parler? Si t'avais pas dû adapter. Si, comment je vous faisais à manger, comment je faisais pour vous parler. Ouais. Mais comment est-ce que vous faites pour lui parler? Ben, je parle normalement. Ben oui, mais elle ne comprend pas. Elle parle chinois. Je dis, vous êtes con, quand même. Et ça, par contre, tu trouves pas que c'est assez flagrant sur les photos que Ils sont différents. Qui sont différents. Mais non, qu'on est différents, qu'on est les seuls pas blancs. Ah non, ça me choque pas du tout. Pour moi, vous êtes les mêmes. Vous êtes tous les mêmes. C'est-à-dire, on est les mêmes. Ben, je ne vous vois pas autrement que les autres enfants. Ah ouais. Tu trouves pas qu'il y a... Vous êtes encore plus beau, peut-être. Oh, j'adorais quand vous aviez les mêmes pyjamas. Oui, voilà. Ça, c'est le jour où on est rentré de l'aéroport avec toi. Quelle tronche, quoi. Ça, c'est quand tu te mortes fatiguée, tu commences à te dégarnir. Mais quelle horreur. On est dans un gros boudin. Ah, ben t'étais grosse comme tout. Pas ça. Ah oui, oui, oui. Mon Dieu. Ah, quand même, j'allais dire, on a aucune photo avec papa. Si, vous avez des photos avec papa. À quoi il se taxe? À ma mère. Va te mettre à terre, on les prendra au fur et à mesure. Oh, Oh, purée. oh, pardon. Oui, là, ça m'a glissé des mains. Voilà, comme ça, on va regarder. Celui-là, oui. Et papa, du coup, lui, il était pas sûr qu'il voulait adopter? Au départ, tu sais, papa, il a toujours hésitant pour tout, hein, ne savoir jamais prendre de décision, mais bon, je ne l'ai jamais brusqué parce que je ne voulais pas qu'il le fasse pour me faire plaisir. Et puis un jour, ben, il s'y était décidé. Mais il aurait bien aimé un garçon. Et puis quand t'es arrivé, naturellement après, quand on a demandé le deuxième, il aurait bien voulu encore une fille. Et papa, lui, c'était quoi? Il était OK d'adopter des enfants qui ne lui ressemblent pas? Oui, sans problème. Sans problème. Oui, ça n'a jamais été un problème pour papa. Pourquoi? Tu penses que ça aurait été un problème pour papa Non, mais pourquoi vous n'avez pas voulu adopter des blancs? Parce que moi je pense que je n'aurais pas aimé, parce que je n'aurais pas voulu non plus qu'un jour quelqu'un vienne sonner à la porte et me dire je vais avoir ma fille ou mon fils. C'est pour être sûr qu'on ne vienne pas te prendre des enfants. Voilà. De toute façon, oui. Ça te choque? Non. Et pourquoi des Coréens? Pourquoi pas des Indiens? Oui, ben on a hésité, et puis pour finir, le docteur Mignon avait adopté 2 filles, et papa voulait pas avoir l'avis de personne qui avait adopté, et c'est eux qui ont eu les 2 premières gamines qui sont venues de la Holte pour la Belgique. Et ils étaient tellement emballés en parlant de leur adoption que papa était vraiment conquis et qui dit bon, on va partir par cet organisme-là, on va adopter en Corée. Et c'est comme ça que ça a débuté. Et c'est pour ça qu'on a choisi la Corée. Jamais vous ne saurez à quel point j'ai été entourée, choyée, adorée. Jamais vous ne connaîtrez l'enfant que j'étais.
On prend un caddie, toi tu sais ce que tu dois acheter quoi? Ouf, non, je ne sais pas. J'ai fait une liste, mais toujours un peu perdu. Ma timidité maladive, ma peur du noir, ma crainte des étreintes. Jamais vous ne lirez les aventures de l'inspecteur La Carotte, mais fou rire en les écrivant. Ma passion pour les parfums, les Playmobil, les coccinelles et les pommes de terre rissolées. Pendant longtemps, j'ai eu honte. Honte de mon prénom, que personne n'arrivait à prononcer, même pas moi. De mon visage, de mes traits qui ne me ressemblent pas, ou plutôt qui ne me ressemblent plus. À cause d'eux, j'ai nourri la peur des enfants. Je craignais qu'ils ne me montrent du doigt en se tirant les yeux, Mais ça pique, ça, non? Ça arrache. qu'ils se moquent de moi en me fixant de leurs yeux ronds. Tteokbokki avec la mozzarella. Tu vois, filante. Ah ouais. On fait ça? Ok. Et on met, tu sais quoi? Ah ouais, voilà, Fromage c'est ça. raclette. On pourrait mettre de la saucisse. Zwan? Mais pour faire fusion. Ah ouais, non, je vois aller de la saucisse italienne. Ah! Et alors on mélange ça avec le tteokbokki et on met de la mozzarella. On fait des fils. Je prends des chips. Japonais. Pardon? Là, c'est très japonais. Oui, hein, c'est marrant. Hein. Bah oui, c'est comme leur jus et leur Oh, truc oui, c'est sont ça. Ah, mon frère, il mange ça. Mais ça, et ça, tu connais? J'ai acheté ça Vous fait êtes quelle nationalité? Belge. Oui, mais le côté joli de bridé et tout ça. On vient de Corée. Ah, voilà. Ça vraiment aussi au Japon. Ah bah il faut aller, hein, c'est très très bien. Oui. Oui. Franchement, vous avez vécu au Japon, c'est ça? J'ai eu la chance d'aller 2 fois au Japon et j'ai adoré. J'ai eu la chance d'aller au Vietnam, mais moi, toute l'Asie, j'adore. Et toute leur nourriture et la nourriture coréenne. La Non, bah, c'est un peu nourriture- comme l'Europe, nous on aime beaucoup aussi. Bah oui, vous êtes, bah voilà, on en. Ah voilà. Ouais. Oui, mais je vais aller avec mes enfants là. Ah oui, alors Ils sont grands. oh, oui, ils vont adorer, madame. Bon après-midi. Merci, au revoir. Oui, je vous en Et prie. joyeuses Pâques. Je sais pas Vous si on aussi. fait ces Pâques. Oh oui. Dès qu'il y a moyen de manger, nous, on est bien. Ouais. Oui, les yeux. Tu vois, c'est exactement ce qu'on disait. Non, mais j'aime beaucoup aussi la cuisine européenne. Et c'est quoi ça? Oh, et les desserts, moi j'adore les desserts. Gélatineux? Oui. Et puis les trucs japonais comme Ah, les oui, moi mochi. aussi. Ah oui. J'en ramène pour ma fille. Et ça, tu crois que c'est bon ou pas? Moi, j'ai l'impression que les seules fois où j'ai mangé des trucs comme ça, c'était pour me bourrer la gueule, c'était avec de la vodka. Ah ouais, ça va bien, ça. Ça? Ouais. Attends, comme ça je parcours. Est-ce qu'on a tout? Mmh. Et tu vas faire quoi? Salade d'asperges en cru. Bah alors, si je trouve pas de chou de Bruxelles, ce que je pourrais faire, c'est faire une partie en cru vinaigrette sésame et l'autre partie comme un kimchi blanc. Moi, je pense qu'en plus, il n'y a pas les choux de Bruxelles. Bah, Alors, ma mère, quand elle préparait des choux de Bruxelles et que je rentrais et que je sentais cette odeur dans la cuisine, je me disais, oh mon Dieu. elle cuisinait Mal. coréenne, mal. Ma mère, cuisinait coréenne. Tu parles de qui? De ta mère, enfin. Oh, mais laquelle? Monique? Monique. Monique. Elle n'a pas voulu sur la Corée sur une carte, quoi. Bah, le. Bah, je te jure. Je te jure. Non, non, je te jure. Moi, ma mère, je sais qu'elle a cultivé hyper fort ça, quoi. Donc, le côté, t'es là en Belgique grâce à nous. Sinon, tu serais en train de crever la misère en Corée. Voilà, comme
ça. Donc quand j'étais petite, forcément tu sais pas trop quoi répondre. Maintenant, aujourd'hui, tu vois, je dis l'abandon pour cause économique n'est pas complètement prouvé, on ne sait pas. C'est vrai, on ne sait pas, je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais tu vois, c'était vraiment, à l'époque, c'était le truc de, on te sauve de la misère, je courais dans la rue toute nue, quoi, tu vois, avec des haillons. Chaque année, l'organisme d'adoption faisait des repas, donc c'était insupportable. Tous les parents venaient avec leurs enfants adoptés et c'était un peu comme une foire, quoi. Tu sais, montrer ta bête de compète, quoi. Et la mienne, elle est intelligente, elle réussit bien à l'école, hein, et celle-là, machin, enfin, tu vois. Et donc, ils portaient la table pour les Indiens, la table pour les Coréens, la table pour... Et les parents venaient vraiment, enfin, tu sais, ils montraient leurs enfants, quoi. Les crétins de l'organisme, eux, ce qu'ils faisaient, c'était qu'ils nous diffusaient des films. Moi, j'étais petite, donc je ne comprenais pas tout. En gros, le message était « ce que vous feriez si vous n'avez pas été adopté ». Et donc, j'avais cette image qui est restée dans ma mémoire, mais gravée à vie. Mais je voyais des petits-enfants qui ramassaient, je sais pas, et donc moi, dans ma tête, c'était devenu du caca. Tu vois, dans ma tête, ils ramassent du caca avec des pelles. Et c'était dans une espèce de grande piscine vidée d'eau. Et je voyais tous ces petits enfants qui ramassaient. Et donc, moi, dans ma tête, c'est resté, si j'étais restée en Corée, je ramasserais du caca avec une pelle dans une piscine vide. Et donc, la grosse menace, c'était, si tu déconnes et que tu fais un peu... tu fais la débile, et tu retourneras là-bas. Il y a quelqu'un qui n'est pas content. Ah, c'est toi? Attends, aujourd'hui, je leur dirais, bah ouais, cool. Mais tu dirais quand même que t'as eu une enfance heureuse ou pas? Non. Non, je crois que c'est des pires périodes de ma vie. Je m'embêtais. On pouvait pas avoir d'amis. Et à l'école, c'était pas le kiff non plus, quoi. J'ai une école de bonnes sœurs qui racontait que des horreurs, quoi. Aurore est arrivée mentalement parce qu'elle a été adoptée. Voilà, regardez. Ça, c'est quand on n'est pas désiré dans le ventre de sa mère. On devient comme Aurore. Quelle horreur. Ouais. Bien, voilà. Voici donc un extrait que vous pourrez retrouver sur la RTBF et Radiola. Voilà. Là, parmi les 4000 personnes adoptées coréennes en Belgique, il y a toi. Et dans ce podcast, avec beaucoup de sensibilité, d'amour, d'humour aussi, de créativité, et raconter un cheminement, une recherche de tes origines, de comment est venu un besoin qui s'est imposé à toi et qui t'a mise dans une situation assez inconfortable, notamment par rapport à ta famille. Peux-tu nous en parler ? Oui, on en a déjà beaucoup parlé, j'ai l'impression, jusqu'ici. Ce documentaire radio, je l'ai construit de manière à ce qu'il y ait plusieurs lectures, plusieurs interprétations possibles. Ce qui fait que selon où on en est dans son parcours, si on est parent adoptant ou si on est adopté soi-même, on va le recevoir différemment. Ma mère l'a écouté déjà 2-3 fois. Et voilà, elle est très touchée, elle n'aime pas sa voix, elle n'aime pas son accent, mais elle n'est pas heurtée dans ce que je présente, même si d'autres personnes qui sont peut-être plus engagées politiquement vont comprendre que je dénonce aussi certaines choses qui sont plus problématiques, comme dans cette première séquence où elle fait preuve elle-même finalement d'un certain racisme en ne reconnaissant pas la différence entre une Vietnamienne ou un Chinois. Finalement, c'est tous les mêmes. Donc quand elle avoue... C'est pour rire, évidemment. Le racisme anti-asiatique n'existe pas. Et elle le dit aussi, c'est assumé si elle a choisi, parce qu'on peut choisir un garçon, une fille, telle ou telle origine, son âge, elle choisit un enfant
à l'international parce qu'elle n'a pas envie qu'on vienne lui reprendre son enfant. C'est son enfant, c'est tout, c'est à elle. Mince, quoi. Et en même temps, c'est ma mère, donc ça me touche évidemment. Et c'est ce fameux complexe de Moïse dont on a beaucoup parlé mais qu'on n'a pas théorisé. Donc c'est cette situation éternelle dans laquelle la personne adoptée se retrouve toujours. C'est bon, la référence biblique, désolée, mais en gros, c'est sa mère qui le met dans un petit panier et il est récupéré par une princesse pharaon qui est sur l'eau. Et donc Moïse va trahir sa famille au final. Et donc en fait, la personne adoptée se retrouve toujours, quand il regarde vers ses origines, en se disant mais je trahis la famille qui m'a adoptée, celle qui m'aime, et si jamais je ne vais jamais voir, je ne m'intéresse pas à ma famille d'origine, je les trahis aussi d'une certaine manière. Donc c'est ce cul entre deux chaises qui est parfois difficile à vivre. Et qui peut être une forme aussi de silenciation de la parole des personnes adoptées. C'est-à-dire que voilà, si on prend la parole sur ces choses-là, il y a des personnes qu'on va décevoir dans les deux cas, que ce soit soi-même ou les proches, les parents adoptants, etc. Oui, ou même ça peut être les gens. Quand je dis les gens, quelqu'un qui peut avoir un avis sur l'adoption internationale parce qu'il a vu dans un reportage à quel point c'était bien pour les pauvres petits étrangers qu'on a sauvés d'une guerre ou de la misère. Et moi, j'avoue que quand je prends la parole en public, j'ai toujours la peur, et je l'ai dit quand on a préparé ce moment où quelqu'un va se lever en disant « Mais quelle ingrate, t'es pas contente d'être en Belgique ?» Et j'ai toujours ce truc où je me dis « Mais en fait, quoi qu'il arrive, cette remarque, elle va me blesser. Quand bien même je pourrais argumenter, et j'ai des outils pour pouvoir éventuellement déconstruire un discours raciste ou juste qui ne s'y connaît pas, je serais juste évidemment touchée parce que je suis belge, parce que j'aime mes parents et parce que malgré tout ça, j'ai envie de dénoncer un système qui est problématique. Oui, merci. Justement, le fait de prendre la parole, de sortir un peu de l'attendu qu'on a, que la société a vis-à-vis des personnes adoptées, c'est une prise de risque. Je pense que tu as des exemples aussi à nous faire part sur ce sujet. Oui, en fait moi je suis ce qu'on appelle une créatrice de contenu, influenceuse, tout ça. Et j'ai remarqué que les seules fois où j'ai des backlash, où j'ai des messages privés, des coups de pression, c'est quand je parle d'adoption. C'est quand je parle des droits des personnes handicapées, ça passe. Quand je parle des enjeux par rapport à l'antiracisme, ça passe. Mon audience est plutôt réceptive et ça va. Mais quand je parle d'adoption, on sent que ça coince, et dans les deux camps. Quand je dis dans les deux camps, que ce soit des personnes belges blanches ou des personnes belges racialisées. Dans les deux camps, parce que sous prétexte que je suis une bounty, je peux pas comprendre les enjeux du fait d'être une Belge noire, parce qu'en fait j'ai été élevée, si on veut, dans les beaux quartiers, donc en fait je dois me taire. Je peux pas comprendre le racisme, je peux pas comprendre ces enjeux identitaires, ce côté d'hybridité, tout ça, parce que en fait j'ai été protégée, en tout cas dans l'idée des personnes racialisées belges qui n'ont pas vécu l'adoption, j'ai été protégée. Donc du coup, je dois rester à ma place. De l'autre côté, les personnes belges blanches vont me dire, en fait, on t'a tout donné, donc pourquoi tu parles ? Donc il y a un côté où on sait, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, que quoi qu'il arrive, en fait, on va faire des choix qui vont faire qu'on va se mettre des personnes à dos, qu'on va devoir porter des sujets qui vont peut-être aussi mettre fin à des amitiés, à des liens. Ça, c'est la première chose qu'on m'a dit. Ma psy, puisque moi je suis suivie au niveau de santé mentale, elle m'a dit, à mon avis, il va falloir faire des choix. Parce qu'à trop prendre la parole publiquement, vous allez devoir faire des choix dans vos cercles.
Ça va se faire soit dans la force ou soit vous allez devoir le décider. Mais depuis 5 ans, je le vois. Je le vois qu'il y a certaines personnes que j'ai plus dans mon entourage parce qu'en fait, parler de ça les a trop... je suis perçue comme une ingrate. J'ai eu des coups de pression de diffamation aussi. Et donc c'est aussi tout ça. Je sais que porter ce festival à titre intime, c'est vraiment prendre un risque. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis à l'année des 30 ans et j'ai envie de faire ce chapitre-là. J'ai envie de dire, avec toutes ces loyautés, j'ai décidé d'être moi-même. J'ai décidé d'arrêter d'avoir des dettes partout et de juste m'écouter et d'avoir conscience qu'on peut amener ce sujet-là au niveau du public en termes de citoyenneté. Et ça a une histoire en fait en Belgique, l'adoption. Que ce soit national ou international, ça a une histoire. C'est pas n'importe qui adopte qui. Et donc constamment me mettre des coups de pression pour que je me taise, en fait, ça ne me va plus en fait. Je suis super fière en fait d'être là avec vous deux, que vous ayez décidé de me faire confiance, parce que c'est aussi une prise de risque, que aussi vous soyez là dans le public, que vous ayez répondu présent à notre invitation. Ça fait vraiment chaud au cœur parce que c'est vraiment, je trouve, une manière de faire famille qui est trop peu entendue et pourtant on connaît tous et toutes des personnes qui sont soit adoptées ou qui connaissent des personnes adoptées. Et donc comment ça se fait que ce soit à ce point un secret, en fait, un tabou. C'est pas normal puisqu'en soi on est belge quoi. On est belge, on est là et donc voilà. Oui, et tu soulignes là en effet quelque chose qui donne tout son sens à ce festival, c'est de dire que sur l'adoption, les personnes qu'on a le plus écoutées, ce sont les parents adoptants, ce sont les organismes d'adoption. C'est eux qui font la politique d'adoption, du coup, alors qu'on ne prend pas en compte la parole des adoptés qui, aujourd'hui, éclot beaucoup plus, grâce aussi à des témoignages qui deviennent des expertises. C'est vraiment ça aussi ce qui est présent dans vos 2 podcasts. Et vous ouvrez vraiment la voie dans tous les sens du terme, quoi. Oui, et puis en termes pratico-pratiques, je l'avais invitée, mais ça n'allait pas au niveau agenda. Il y a Lydia Rémy, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les questions de l'adoption, c'est au niveau communautaire, donc Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc il y a un conseil en fait. Et c'est la seule personne adoptée qui fait partie de ce conseil. Et donc ça pose aussi question de personnes qui décident de comment ça va se passer, de quels sont les enjeux, les priorités, etc. par rapport à l'adoption, et qu'il y a une seule personne qui est concernée de bout en bout, qui représente en fait cette dimension. Et donc c'est aussi ça que j'ai envie de questionner. On n'est pas ici pour faire un procès. Et c'est ça aussi, je le disais, je trouvais ça intéressant dans ton extrait, t'es pas là pour rendre des comptes, mais on est là pour exister en fait. On est là pour être soi, pour être ce qu'on est en tant que Belge et dans cette multitude. C'est constamment ce qu'on me pose comme question, mais en fait elle s'est mal passée, ton adoption, que t'en parles autant. En fait non, c'est parce que je sais, et pour avoir eu les commentaires en privé, des retours, et que je ne suis pas la seule à avoir autant de questionnements, que ce soit personnes adoptées, parents adoptants. Les personnes sont vraiment hyper... en ont besoin, quoi. Et ça me donne envie d'expliquer aussi un choix au niveau de la réalisation du documentaire. Je ne devais pas forcément apparaître dans ce documentaire en tant que personnage. Le choix du casting, ça a été fait exprès pour qu'on mette un condensé de personnes qui ont vécu des adoptions vues comme réussies ou perçues comme ratées, c'est-à-dire des personnes qui ne parlent plus à leurs parents, ou dans le cas d'Aurore, elle le dit, avec sa mère c'est très compliqué, quoi, et on le comprend de bout en bout. Et le fait de mélanger tous ces récits avec ce même élan, ce besoin de réponse et de quête des origines, quand bien même on a coché les cases d'une adoption réussie. En fait, c'est ça qui est important, c'est de dire peu importe la situation, les questions vont rester les mêmes, souvent. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour
d'avoir répondu à mes questions. Je vais ouvrir le micro au public à présent. Ah ouais, on n'a pas de micro pour le public. On n'a pas de micro qui se balade, mais vous pouvez poser la question et je la répéterai au micro. Je vous donne le contexte, comme ça vous savez bien la question. Moi, je ne suis pas concernée directement par l'adoption, je connais ma mère en biologie, tout ça. Mais plutôt par deuxième génération et pas via le système d'adoption, plutôt de la famille d'accueil. Donc, j'ai un statut un peu étrange, je trouve, parce que j'ai navigué entre la proximité de ce que c'est d'avoir une famille blanche et le racisme de la famille, tout ça, mais je connais ma famille, mes origines. Et du coup, j'ai une question pour Sun-Chin Courrier, parce que vous avez mentionné plutôt d'avoir interviewé les agences d'adoption dans le cadre du documentaire. Moi, je me pose la question de comment les agences d'adoption actuelles justifient en fait le fait que les continuent de faire de participer aux adoptions transnationales en tout cas et transraciales. Quels arguments il y a derrière? Je me demande comment on fait pour accompagner les personnes actuelles qui cherchent à adopter. Moi, je suis assez... Et j'ai une deuxième question pour vous deux par rapport à la relation entre les personnes adoptées qui n'ont pas grandi dans leur culture d'origine, on va dire, et les personnes comme moi qui ont grandi dans leur culture d'origine. Marianne, tu l'as mentionné déjà un petit peu. Et parce que dans mon parcours, il y a eu des tensions parfois, mais c'est difficile en fait. Enfin, c'est pas difficile. Je me demande en fait quelles sont les attentes de votre point de vue vis-à-vis de nous, on va dire, s'il y en a. Et en fait, comment est-ce qu'on peut faire pour se réconcilier? Je ne cherche pas toujours à réconcilier, mais s'il faut fighter, il faut fighter, il n'y a pas de souci. Mais comment... La première question, c'était par rapport à la Belgique et la possibilité encore d'adopter à l'international. Comment ça se justifie? En fait, les parents adoptants c'est un groupe de pression très important. Il y a des accords bilatéraux de pays à pays. Là, chez nous, c'est encore plus compliqué parce qu'en effet, c'est communautaire. Mais en gros, il y a des commissions d'enquête qui ont été lancées dans plusieurs pays suite à plusieurs scandales récurrents sur les manquements, les trafics d'enfants qui sont très régulièrement dénoncés. Et je pense que la France et la Belgique ont lancé des enquêtes, mais pour autant, les adoptions à l'international ne sont pas suspendues, ou en tout cas pas pour une raison politique et par décision politique. Les Pays-Bas ont suspendu les adoptions internationales. Il me semble que ça a été timidement repris. Le système, en tout cas, est questionné de plus en plus, mais dans les faits, en tout cas, il continue. Comment est-ce qu'il le justifie? Il n'y a pas de justification parce que c'est pas un sujet à l'agenda politique tout simplement. Donc voilà. Donc il n'y a même pas de conscience qu'en même temps ça a été répandu aussi le fait qu'il n'y a qu'une personne issue de l'adoption qui est dans les comités. Oui, quand même aussi. Bien sûr. Oui, c'est aussi une question ça joue de relation. Les contrôles offrent la demande aussi. C'est ça, c'est un système qui se nourrit et il y a des pressions politiques, ce sont aussi des électeurs. En général, qui sont les personnes qui adoptent? Ce sont des personnes relativement nanties, relativement éduquées, qui n'ont pas envie que ce système s'arrête. L'envie, le besoin de faire famille, c'est énorme. Hein. L'argent qui est en jeu est énorme. Donc c'est très compliqué de dire du jour au lendemain, écoutez, non, c'est terminé. Et pour la deuxième question, c'est par rapport au comment on fait lien avec les communautés si on n'a pas grandi. Je ne sais pas trop comment répondre. Est-ce qu'il y a des attentes? Je vais peut-être être pessimiste, mais moi je suis à un stade de ma vie où je n'en ai plus. J'ai accepté d'être cette hybridité et que si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, je vais pas m'excuser. Mais je sens, oui, qu'il y a une réticence, en fait, même déjà dans l'antiracisme, de parler d'adoption. Je trouve que dans les représentations de continuum colonial, dans les manifestations ou dans les projets antiracistes, on ne l'envisage toujours pas, en fait. Et donc, il y a encore, oui, dans ce truc, alors que je dis souvent, la personne adoptée, c'est un immigré choisi. On a décidé que lui, ça allait, on le voulait. On a de bout en bout, on l'a accepté. Mais ça reste une expérience d'une personne qui est immigrée.
Et donc, pourquoi ? Parce que elle a eu cette injonction à l'assimilation, du coup, elle n'est plus concernée par ces réalités-là de toute expérience en tant que personne immigrée. Et puis il y a aussi le fait, et tu en parlais tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de racisme intériorisé. Comme on a grandi en étant tellement assimilé, et voire même des fois en se disant en fait je suis blanc, vu que j'ai toujours grandi avec des personnes blanches, mes parents sont blancs, mais même si moi j'ai plus une expérience de métisse puisque mon père adoptif est blanc et ma mère adoptive est noire. Et donc il y a aussi en son sein, dans même la communauté des personnes adoptées, des personnes qui sont pas très à l'aise en fait avec le fait d'être perçu comme un immigré ou concerné par ces enjeux-là, parce qu'en fait non, ils font pas partie de cette expérience-là. En tout cas, ils ne se considèrent pas. Et je suis pas là pour cultiver les traumas, donc j'ai envie de dire si c'est ok pour toi et que ça se passe comme ça et que tout va bien, tant mieux. Mais je pense que oui, il va falloir, et c'est aussi ça le festival Arborescence, c'est créer en fait des liens, créer une mise en commun, une possibilité de pouvoir échanger, une possibilité aussi de pouvoir nommer ces choses, le mythe de Moïse, le palimpseste. Voilà. Parce que je pense même pas que dans l'antiracisme on l'envisage, quoi, je veux dire. Et souvent je dis aussi que on peut faire aussi le parallèle avec le féminisme aussi. C'est une question aussi de justice reproductrice. De quelle femme à qui on prend les enfants. Je dis aux femmes, mais parce que c'est souvent quand on reconnecte avec nos origines, quand on voit les antécédents et les histoires derrière nos diverses adoptions, c'est souvent la figure de la mère. Hein. Donc c'est même si il y a aussi des pères, mais je veux dire c'est en termes de politique publique, c'est aussi ces injonctions à qui on oblige de laisser son enfant, en fait. Et donc, je suis aussi étonnée pourquoi on n'en fait pas plus des parallèles avec... parce qu'on parle tout le temps de féminisme, mais c'est un sujet aussi, en termes de féminisme. Et à qui on en veut aussi. Et à qui on en veut, c'est toujours à la mère, oui, la mère aussi, qui nous a abandonnés. Oui, c'est toujours cette femme qui nous a abandonnés. Moi, plus jeune, j'avais une image hyper négative de ma mère biologique, quoi. Pour moi, c'était une sorcière, quoi. Et donc ça dit aussi des représentations. Et donc je n'ai pas vraiment de réponse à ta question. J'ai juste des pistes comme ça que j'avance comme ça, mais je ne sais pas si j'ai fait avancer le schmilblick. C'est pas une question. Enfin, je sais pas. Bonjour, je m'appelle Consolate. Je me sens un peu en fragilité par rapport à tout ça parce que je me sens tellement concernée. C'est aussi c'est fou parce que j'ai beau aussi. Enfin, je suis artiste. Je fais tout un travail de recherche sur l'adoption transraciale et internationale depuis maintenant 6 ans. Non, depuis 2018, enfin bref. Et que j'ai, au cours de mes recherches, rencontré pas mal d'adoptés. Et c'est fou qu'à chaque fois, je me dis, mais c'est fou comment son histoire, c'est la mienne, quoi. Et quel que soit d'où tu as été adopté et tout ça, mais c'est ce dénominateur commun qui est l'adoption transraciale et internationale. Et donc voilà, et je me sentais un peu seule en fait quand j'ai commencé ça. Il y a maintenant quelques années, et je pense que c'est pas une question que c'est un choix ce que vous faites là, ou c'est un choix ce que je fais. Pour moi c'était parce que j'étais au bombe à retardement et que fallait que je fasse quelque chose pour pouvoir vivre et puis survivre à tout ça, et que comme malheureusement j'ai eu aussi toute une histoire d'adoption qu'il a eu illégale, donc il n'y a pas eu tout ce qu'il faudrait avoir, un suivi, un cadre en fait d'accompagnement. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que ce que je peux dire par rapport à peut-être ce que tu dis, c'est l'endroit de questionner aussi les structures, les failles d'un cadre d'accompagnement en fait proposé dans des structures d'adoption. Et que
Effectivement, moi, dans mes travaux, j'ai pu aussi rencontrer des personnes de la FEB, toutes des personnes qui travaillent là-dedans, et j'ai constaté qu'il n'y avait personne, aucune personne concernée, juste une, concernée, adoptée et racisée qui travaillait dans ces structures-là. Et donc quand je disais à ces psychologues spécialisés là-dedans, mais comment en fait vous introduisez dans vos formations, je sais pas, comment on soigne les peaux, comment on accueille le racisme intérieur, intrafamilial, extérieur. Et c'est très compliqué si c'est donné par des blancs pour des blancs, parce que malheureusement c'est la réalité économique, territoriale, tout ça quoi. Et donc peut-être, voilà, oui, moi mes objectifs en tout cas, c'est de peut-être créer des espaces en fait, à la fois pour les parents adoptants, parce que j'ai aussi rencontré dans le cadre de mes travaux des parents adoptants en fait qui sont démunis au bout de 2 ans, parce que c'est 2 ans de cadre et après c'est fini, parce que comme l'enfant, je parle beaucoup trop, pardon, mais c'est comme l'enfant adopté quand il arrive, c'est une adoption plénière la plupart du temps, et du coup c'est comme si il était né du ventre de la mère adoptive. Et donc ça donne tous les droits en fait aux parents adoptants de décider, de choisir pour l'enfant s'il a encore un suivi ou pas à l'hôpital ou pas. Et on sait, ils le disent aussi, les structures, la FEB, qu'il y a des failles qui eux-mêmes ne savent pas comment les gérer ça. Et je veux bien les gérer en tant qu'artiste, créer des espaces et pas, comme dit dans le podcast, on amène tous nos petits-enfants noirs, racisés, à la FEB avec des néons, parce que c'est pas très joli au Canada. Et non, peut-être créer un cadre sécurisant en fait, des espaces de parole, des espaces où on ne permettra pas à l'enfant de se sentir seul. Donc moi mes attentes c'était de sortir de la solitude et je pense que continuer par plusieurs médias et c'est ça qui va aller. Et voilà. Et parce que je ne veux plus répondre aussi à la question de pour ou contre l'adoption. Je trouve que cette question elle est dingue parce que ça veut dire que donc les personnes qui me disent ça n'ont pas compris en fait. On vit dans un monde binaire, aussi dans un monde binaire, et que je pense qu'on oublie qu'est-ce qu'il y a entre tout ça, toute cette complexité, ces nuances-là. Voilà. Mais je continuerai à développer demain. Bien oui, parce que tu participes à la discussion de demain avec Bethel. N'hésitez pas à venir, c'est au Haut-Bar, du côté du Val-Benoît, et la discussion c'est à 15h30. Et donc on a fait aussi des petits slides pour avoir des ressources, dont une que vous pouvez même feuilleter si vous voulez, que j'ai pris. Là c'est les lectures, et puis vous avez ici c'est les films. Ça nous donne l'occasion d'introduire Amandine Gay, qui est une personne vraiment qui a ouvert la voie aussi, qui a amené le mois des adoptés au niveau francophone en 2018. Personnellement, à titre vraiment intime, j'ai toujours embrassé le fait d'être hybride. C'est que ça m'a toujours coupé l'élan de voir à quel point à l'extérieur ça pouvait pas être envisagé d'être hybride comme ça. Et donc Amandine Gay a fait un super film qui est une histoire à soi. Et donc là il y a le théâtre avec Consolate qui est juste ici et qui parlait juste à l'instant, qui a fait un très beau spectacle vivant qui s'appelle Ishirori, qui était au mois d'octobre programmé au Théâtre de Liège, avec qui on a collaboré pour faire un bord de scène pour aussi parler de l'adoption, qui montre que c'est sa proposition, c'est son expérience, mais aussi amenée de manière collective pour créer une conversation aussi avec le public, avec les personnes concernées aussi, pas concernées. C'est immersif aussi, et franchement, je vous conseille de suivre Consolate. Voilà. Et le podcast, évidemment, on n'est pas les seuls à faire des podcasts, et donc du coup, on a mis 2 podcasts
qui sont aussi super intéressants et qui parlent de diverses manières d'adoption, et donc qui sont disponibles sur Spotify. Nous sommes disponibles après, si vous avez envie de discuter, de poser des questions plus intimes, de manière plus intimiste, n'hésitez pas. C'est que le festival Arborescence est là aussi pour durer. On n'est pas, c'est la première édition, mais notre idée c'est de continuer sur d'autres éditions, plutôt tous les 2 ans, parce que créer un festival c'est quand même assez conséquent. Et justement, l'idée de temporalité tous les 2 ans, c'est parce que l'année entre les 2 éditions, on aimerait, comme tu l'as dit, Consolate, créer en fait des groupes de parole, des espaces, entre à la fois des personnes adoptées ou aussi des personnes concernées par l'adoption, parents adoptants, personnes de la santé mentale, etc., pour créer des ponts, pour que à chaque édition, en fait, on revienne avec des choses plus concrètes, des collaborations aussi, pour justement répondre à ce qu'on sorte de la survie, en fait, qu'on ait des espaces pour avoir ces ressources. C'est vraiment notre ambition à titre d'association Nuancier Média. Et si je peux me permettre, si jamais vous avez envie d'organiser aussi des écoutes collectives publiques de podcasts, ce sont des autres expériences que celle de l'écouter seul chez vous. En tout cas, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir d'échanger sur ces sujets. Merci beaucoup. Bonne petite pause, prenez l'air, voilà.